Mon propos va aborder la question de l'esthétique et de sa fonction unificatrice et synthétique de l'autre côté, je dirais, du problème. C'est-à-dire, on a vu maintenant comment l'art interviennent pour récupérer en forme de synthèse et de totalité que le processus social de la modernité a perdu, a désintégré. Je vais par contre montrer comment la dimension esthétique dans sa nature, dans l'acte le plus originaire, qui est celui de la perception, a la même fonction d'unification et de synthèse par rapport au social. C'est peut-être un peu compliqué présenter comme ça, mais dans ce que je vais dire, ça deviendra beaucoup plus clair. Et donc de voir comment les rapports entre art et société, entre dimension esthétique et société, se posent au niveau de l'expérience sociale la plus originaire de tous, ce que j'appelle l'esthésis sociale, c'est-à-dire la perception sociale, en utilisant esthétis comme le mot grec qui a donné l'origine et qui est l'origine du mot esthétique comme discipline, en même temps comme théorie de la perception sensible et du sensible comme théorie des arts. Les deux dimensions sont ensemble à l'origine de la discipline moderne. Le travail que je vais présenter aujourd'hui, ça fait partie notamment d'un projet un peu de longue durée sur la dimension esthétique de la reconnaissance. C'est-à-dire, je travaille sur la façon dont le phénomène de la reconnaissance sociale, et que je considère aussi bien à niveau empirique qu'à niveau normatif. À niveau empirique, pour faire vite, c'est plus ou moins le genre de problème que se pose Bourdieu dans la distinction, c'est-à-dire la lutte qui sépare les individus pour la conquête du prestige, de la valorisation et de la valeur sociale. Et du côté normatif, par contre, de la théorie morale, c'est aujourd'hui la ligne de pensée qui est celle du directeur de l'école d'Aix-en-Fort, Axel Honneth, qui par contre réfléchit sur la façon dont il faut valoriser les autres. Donc il faut donner du respect et de quelle manière il faut se comporter pour leur donner la juste valeur sociale. Donc d'un niveau, nous avons une sociologie du phénomène ou une anthropologie sociale du phénomène, et de l'autre côté, nous avons une théorie normative qui s'interroge sur la façon dont il faut redistribuer la reconnaissance sociale. Ce sont des problèmes qui sont justement très connectés et dont la pensée des Immel peut nous aider à trouver de nouvelles dimensions et des pistes très intéressantes. Mon fil conducteur aujourd'hui, très simple, est un petit essai que Simmel a écrit en 1907, qui s'appelle La sociologie des sens, et qui a été réintégré selon la méthode d'assemblage qui est typique de Simmel dans la grande sociologie de 1908. Simmel avait l'habitude d'écrire des essais. Il travaillait plutôt sous forme, ça fait partie de son style de pensée, de travailler sur des phénomènes en écrivant justement pas des traités systématiques, mais des essais de phénoménologie et d'analyse. Et après, beaucoup d'entre eux, il les a intégrés dans la sociologie, dans laquelle, évidemment, ils ont une position particulière à l'intérieur d'un discours plus systématique et général. Et notamment, l'essai sur la sociologie des sens, qui prend le nom de Excursus sur la sociologie des sens, se trouve dans la section de la sociologie que Simmel a consacrée à la question de l'espace, de la forme de l'espace et des rapports spatiaux dans la société. Et c'est une remarque intéressante pour notre propos, parce que c'est justement dans la question de la présence, de la coprésence physique des corps, des individus dans l'espace, qui se pose la question de la sensibilité, et notamment la fonction des sens comme les médiateurs de notre complaisance à autrui. Et les sens sont pour Simmel les médiateurs fondamentaux des rapports d'intimité et de distance entre les individus. C'est à travers la sensibilité que nous avons une expérience d'intimité et de distance par rapport aux autres, à nos semblables. L'idée de base de cet essai est autant simple que foudroyante. Les sens sont les conditions de possibilité des rapports sociaux qui rendent possible et qui conditionnent de manière constitutive la communication entre personnes et la formation du lien social. Les tout premiers rapports sociaux, c'est nous, notamment à travers les yeux,
Ce qui fait du regard réciproque, avec sa dialectique caractéristique entre la perception d'autrui et l'expression de soi, Simmel remarque que se regarder dans les yeux est un phénomène originaire dans lequel on ne peut pas prendre quelque chose d'autrui, le regarder, le percevoir, sans dévoiler quelque chose de soi-même, parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Donc il y a ce rapport de réciprocité immédiate qui passe par les contacts sensibles. Il n'y a pas de rapport de médiation, d'intérêt, etc. C'est juste un contact sensible qui établit les premiers liens sociaux. Donc les regards réciproques avec sa dialectique singulière entre perception d'autrui et expression de soi est le lien originaire et fondamental entre les êtres humains. Cette capacité de créer des liens intersubjectifs n'est pas pourtant une exclusivité de la vue, mais varie de sens à sens avec des degrés différents et décroissants de réciprocité. On va le voir dans la suite, mais par exemple, Simmel remarque que dans lui, on prend parce qu'on perçoit, mais il n'y a pas cette réciprocité immédiate. Pour qu'il y ait de la réciprocité, il faut émettre de la voix. Donc ce n'est pas le même organe qui a, comme les regards, la double fonction, mais il faut passer par deux actes qui sont différents, qui sont différenciés. Et comme on le verra, les autres sens, notamment l'odorat et le goût, ont la capacité de prendre sans rien donner, parce qu'ils introduisent à l'intérieur de la subjectivité. Cette dialectique est très fondamentale et ça permet de classer les sens selon des niveaux de Wechselwirkung, qui est une catégorie fondamentale de la pensée de Simmel, c'est-à-dire l'action réciproque, différents. La vue comme le maximum de réciprocité et l'odorat et le goût comme le minimum de réciprocité. Or, tout cela est bien connu. Les pages sur la vue et sur la signification sociale du visage, ce sont les plus citées de cet essai, dont l'intérêt pourtant les dépasse largement. Donc je ne vais pas me concentrer sur ces passages qui sont très très beaux, hein, mais sont les plus connus de la sociologie des sens, et je vais par contre faire une lecture plutôt différente. En particulier, je voudrais attirer votre attention sur les passages qui ouvrent l'essai et qui en constituent à mes yeux la base d'une véritable anthropologie philosophique. Simmel y remarque en effet que la signification sociologique de la perception sociale dépend de l'effet conjoint de deux genres de conséquences fondamentales que l'on peut distinguer analytiquement comme les côtés subjectifs et les côtés objectifs de la perception. Simmel les appelle par précision les deux directions de la perception, ce qui nous encourage avec un peu de liberté à définir son analyse comme une ébauche d'étude de l'intentionnalité de l'acte perceptif. Alors, du premier côté, la perception est considérée par Simmel du point de vue du sujet, comme sa perception, qui provoque à son intérieur des réactions immédiates coïncidant avec les sentiments d'un incrément ou d'un abaissement vital. Je vais lire un passage. Simmel écrit « Subjectivement, la perception sensorielle d'autrui déclenche en nous des réactions de plaisir ou de déplaisir, Lust und Unlust en allemand, d'exaltation ou de dépression, d'excitation ou d'apaisement par son aspect ou le ton de sa voix, par sa simple présence sensible dans le même espace. » C'est-à-dire, nous percevons autrui, nous voyons son aspect, nous écoutons sa voix, et ce qui compte dans les côtés subjectifs, c'est la réaction individuelle qu'on a à cette rencontre sensible. Par exemple, on entend une belle voix et on est séduit par cette voix, on est ému. La perception compte donc pour sa capacité de susciter des sensations agréables ou désagréables et non pas pour sa valeur de connaissance. Simmel écrit « Tout cela ne sert pas à reconnaître ou à caractériser autrui, c'est moi qui éprouve du plaisir ou son contraire parce qu'il est là, parce que je le vois ou je l'entends. » Du point de vue objectif, par contre, la perception se tourne vers son objet et sert à le connaître. Elle est un moyen de s'informer sur l'autre personne et de la caractériser. Je cite « Ce que j'entends, je vois et je sens de lui n'est plus que les moyennes par lesquelles j'accède à mon objet, à lui. » Donc nous avons dans l'intentionnalité de la perception un côté qui est plutôt tourné vers le sujet et la réaction subjective et les côtés informationnels, les contenus d'information que ça passe par la perception. Or, tout cela semble un peu banal, mais en fait, on a, disons, le sens commun philosophique, on a la tendance à considérer la perception sociale comme un acte de communication simple, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est surtout l'information qu'on tire, les contenus objectifs. Et on a tendance à négliger ces côtés de la réaction subjective qui, par contre, est ce qui fait l'intérêt et la nouveauté de la perspective de Simmel. Or, Simmel illustre cette distinction avec l'exemple que j'ai déjà mentionné, c'est lui qui sépare le son de la voix et son sens. La voix d'une personne exerce immédiatement sur ceux qui l'entendent un effet d'attraction ou de répulsion qui est indépendant du contenu de ses propos.
La voix peut être belle, désagréable ou agréable, indépendamment de ce qu'elle dit. Ces derniers, par contre, les propos, aident à découvrir non seulement les pensées de l'autre, mais aussi ses humeurs et sentiments et les contenus de sa personnalité. Et il va de même avec tous les sens. On peut faire les mêmes exercices avec tous les sens. De cette distinction analytique, Simmel déduit une première conclusion importante concernant la spécificité de la perception entre personnes humaines. Pour les objets non humains, et en effet, les deux aspects sont souvent assez nettement séparables. La rose parfumée sent bon pour moi. La branche de l'arbre pliée par les vents ou un son agréable provoque des réactions affectives dans mon âme. Mais si nous voulons les connaître en tant que rose, arbre, son, nous devons employer des énergies différentes et essayer d'écarter les impressions subjectives. Et Simmel ne le dit pas, mais évidemment, il pense au processus à la démarche de la science, qui essaye justement de distinguer les impressions sensibles individuelles du contenu objectif de la connaissance. Quand nous avons affaire avec un être humain, en revanche, et nous percevons son aspect, sa voix, son odeur, il nous est difficile de séparer ces deux aspects, même si Simmel ne dit pas que cela est impossible, et de tirer une connaissance objective de l'autre qui soit purifiée des impressions subjectives. Je vais lire les passages. Ces alternatives plutôt disjointes se combinent en général en une unité face à l'homme. Nos impressions sensorielles sur lui fondent notre relation à lui, d'une part sur leur valeur affective, d'autre part sur leur usage pour une connaissance instinctive ou intentionnelle de lui, le tout un facteur commun, au fond indissociable en pratique. Il donne une illustration. Naturellement, chaque élément de ce couple contribue à des degrés très différents à notre relation à autrui, ça change selon les différents sens. Les timbres de la voix et la teneur du propos, l'apparence et son interprétation psychologique, l'attraction et la répulsion de son atmosphère et la conclusion instinctive que nous en tirons sur les types de psychologie et souvent aussi sur son niveau de culture. Donc, ce sont des exemples de l'apparence physique et ce qu'elle nous dit, par exemple, sur la psychologie d'une personne, etc. Or, de cette remarque, nous pouvons tirer au moins 3 conséquences fondamentales. Premièrement, toute perception sociale est un mélange d'objectivité, d'informations sur la personne perçue, et de subjectivité, des réactions subjectives qui sont liées au plaisir et indirectement, comme on le verra, au goût individuel, dont l'équilibre varie par degré selon les sens intéressés. Aux yeux des Simmel, les sens comme la vous ou lui se penchent plutôt vers l'objectivité et ont un haut contenu informationnel, d'où la possibilité de partager facilement les perceptions et les fonctions socialisantes. Tout le monde voit le même ciel, tout le monde écoute la même musique. D'ici, la perception sensorielle partagée crée un sens de communauté. C'est les concerts de musique, peut-être l'exemple qui illustre ces sentiments communautaires créés par la perception auditive de la façon la meilleure. Par contre, l'autre pôle du spectre, les sens comme le goût et l'odorat s'épanchent plutôt vers les côtés subjectifs. C'est toujours moi qui ressens le goût de la fraise ou le parfum de la rose. C'est difficile de dire qu'on a les mêmes, qu'on éprouve les mêmes parce que chacun a sa réaction individuelle. Il faut remarquer que le tact, qui n'est jamais nommé, dans le sens, semble être un équilibre entre les deux. C'est un sens qui est un peu comme la vue, qui a une sorte de capacité de mélanger, de mettre en équilibre les côtés subjectifs et les côtés objectifs. La deuxième conséquence est que, même si ces rapports entre les deux côtés varient par degré, il n'y a pas de perception et donc de connaissance de l'être humain qui soit tout à fait indépendante de la réaction subjective des plaisirs et des déplaisirs, qui, avec une très belle formule appelle la réaction du sentiment à l'image sensible de l'autre, die Reaktion des Gefühls auf sein sinnliches Bild. C'est dans cette réaction subjective du sentiment que nous pouvons imaginer aussi comme une inclination ou une disposition sensible originaire. J'utilise ici consciemment le mot disposition, qui, on le verra, renvoie aussi au fond de la possibilité de faire un rapprochement avec la théorie de Bourdieu de la exis et de l'habitus. Donc c'est cette inclination ou disposition sensible originaire qui nous rapporte aux autres dans un mouvement de sympathie ou antipathie originaire, c'est ce que Simmel dit, qui est spontané et irréfléchi, et dans lequel est contenue la clé de la question centrale pour toute théorie de la reconnaissance sociale, aussi bien à un niveau empirique, c'est-à-dire il y a des mécanismes effectifs de valorisation sociale qui se déroulent au niveau presque subliminal, de sympathie et antipathie immédiate pour la présence sensible de l'autre dans la perception, et aussi bien au niveau normatif, c'est-à-dire, c'est un problème que je vais aborder mais très rapidement à la fin,
si on reconnaît qu'il y a cette dimension de sympathie ou antipathie originaire par rapport aux autres, quel est le rapport de la normativité, quel est le rapport de la sphère, que la sphère morale, comment elle s'articule à cette sphère originelle? Elle doit la corriger ou elle doit l'intensifier, l'intégrer, etc., comme on pourrait le faire en théorie des sentiments moraux, etc. Troisième conséquence, et c'est peut-être la conséquence au niveau ontologique la plus importante, l'ontologie du social et du sensible, l'apparence sensible est le médium de toute interaction sociale par laquelle passent toutes les dimensions cognitives, émotionnelles, affectives et pratiques du rapport de l'homme à l'homme. Et tout cela dans une dimension esthétique indifférenciée à l'origine dont nous allons analyser la nature. Un concept, notamment, nous aidera à comprendre l'ontologie de la sensibilité qui fonde l'ontologie de la société. Et il s'agit du concept d'atmosphère, que Simmel utilise à plusieurs reprises dans cet essai. Mais commençons maintenant pour comprendre pourquoi, pour Simmel, le social est une question esthétique et notamment une question de nez, une question olfactive. Après la remarque introductive sur les deux côtés de l'intentionnalité de la perception, dans la suite de son essai jusqu'à sa conclusion, Simmel se tourne vers une analyse détaillée des différents sens, tout en distinguant l'apport spécifique que chacun des organes sensibles à la relation sociale et à sa signification sociologique. Certaines de ces remarques peuvent nous apparaître aujourd'hui un peu datées, celles notamment qui sont liées aux conditions historiques de la société de la Belle Époque et à son développement technique, par exemple comme les transports en commun. Ce sont de très belles remarques dans lesquelles Simmel souligne le fait que, par exemple, avec l'invention des moyens de transport, les trains ou les tramways, les êtres humains se regardent longuement sans s'adresser la parole. Et donc, ça donne à l'activité de regarder à la vue une importance tout à fait beaucoup plus majeure que dans les formes de vie prémodernes. Dans la modernité, on se regarde beaucoup sans avoir d'autres interactions. D'ici, une sorte de développement de la sphère visuelle. En général, le contenu à propos de ce long passage de la philosophie des sens, je suis convaincue que les projets même simmeliens d'une analytique de la sensibilité sociale, et donc qui passe pour l'analyse de la contribution spécifique de l'odorat, de la vue, de l'ouïe à la relation sociale, mériteraient absolument d'être ultérieurement développés et accomplis. La contribution d'une telle recherche à la théorie sociale, et en particulier à la question de la reconnaissance, pourrait être extraordinairement précieuse. Les peu de travaux qui abordent la question des sens dans cette perspective, en effet, se limitent généralement à une analyse rapide de la relation entre la vue et la reconnaissance, dont la question de la visibilité, dans son acception métaphorique, est considérée un synonyme. Aussi bien dans un sens normatif, et là je renvoie à un célèbre article d'Axel Honneth qui s'appelle justement Invisibilité, qui est sorti en 2003, dans lequel il fait remarquer que les personnes visibles socialement sont les personnes qui sont reconnues par la société. Il fait toute une analyse de la question des Noirs qui se sentent invisibles dans la société américaine parce qu'ils sont traversés par les regards de leurs semblables. Donc ils sont perçus physiquement, mais ils ne sont pas perçus au niveau moral parce qu'ils sont considérés comme des êtres inférieurs qui ne sont pas dignes même du regard, du regard minimum qui fait le signe minimum du respect. Et aussi la question de la visibilité très importante dans son sens empirique. Par exemple, là, vous pouvez penser au volume de Nathalie Hennig qui s'appelle « De la visibilité », justement, une enquête sociologique sur la célébrité, et dans laquelle la chercheuse parle d'un concept, le capital de visibilité, de manière un peu proche du capital symbolique de Bourdieu, comme la quantité de reconnaissance sociale qui est cumulée par les célébrités. Les célébrités ont du pouvoir, elles existent, elles ont une force sociale grâce à la visibilité dont elles profitent. Donc, le lien entre vue, sens de la vue et reconnaissance est celui qui a été le plus travaillé. Pourtant, à mon avis, c'est dans l'analyse des sens qui, pour les sens communs, sont les plus éloignés de la question de la reconnaissance, qui se révèle au mieux l'originalité et la fécondité de la perspective simmelienne. Les sens les plus intéressants pour notre propos est notamment l'odorat. Ce sens présente aux yeux de Simmel un grand intérêt sociologique à cause justement de son déséquilibre intentionnel vers le côté subjectif de la perception. L'odorat, selon Simmel, n'y dit que très peu de choses sur la caractérisation de son objet et un très faible contenu d'information. Il reste, je cite Simmel, pour ainsi dire, prisonnier du sujet qui le perçoit.
En considérant l'odorat à la lumière du concept zimmelien de Wechselwirkung, donc que j'ai déjà mentionné, l'action réciproque, qui est centrale dans la vue, on pourrait dire que dans l'odorat, il y a un minimum d'action réciproque. L'échelle de la Wechselwirkung se déploie aussi entre les deux pôles, je l'ai déjà dit, de la vue, réciprocité totale, l'ouïe, le sens égoïste qui prend sans donner immédiatement et qu'il faudra l'émission de la voix pour établir la symétrie, et finalement l'odorat et les goûts qui prennent tout sans donner. Il manque encore une fois le tact qui semblerait une figure de la réciprocité comme la vue. Alors, ce déséquilibre vers la subjectivité explique l'intensité de la force réactive que l'odorat déclenche et sa capacité unique de produire des sensations dans les sujets qui se traduisent immédiatement en des dispositions évaluatives et pratiques de nature essentiellement irrationnelle et involontaire. L'odorat nous fait réagir à la perception d'autrui avec plus d'immédiateté et d'intensité que les autres sens. Il suscite des sensations de plaisir ou de déplaisir particulièrement intenses. En fait, il s'agit surtout, selon Simmel, de ces dernières, les répulsions. D'où la conséquence soulignée par Simmel que je cite, les antipathies et sympathies instinctives qui s'attachent à la sphère des odeurs qui entourent l'homme trouvent autant moins de résistance de la pensée et de la volonté. L'odorat est l'essence de l'antipathie sociale. Et ça, en vertu de son acceptation subjective, il deviendra l'essence guide qui permettra plus efficacement de mieux mettre au jour les mécanismes profonds et occultes de l'esthésie sociale, de la perception sociale, et notamment la fonction socialement évaluative de la perception, c'est-à-dire sa fonction d'appréciation et de discrimination qui s'accompagne à son tour à des réactions de goût et de dégoût et qui se traduit dans la fonction sociale de la distanciation. Un autre aspect qui sera dévoilé par la phénoménologie de l'odorat est la nature atmosphérique de l'échange sensible que je vais traiter dans la dernière partie de mon intervention. C'est dans sa dimension évaluative que la question de la perception révèle son rapport profond avec la question sociale, en se révélant comme un des enjeux majeurs de la discipline que j'appelle l'esthétique sociale, c'est-à-dire l'étude esthétique de la société. Qui évidemment est le contraire de l'esthétisme, c'est-à-dire d'une approche qui considère la sphère esthétique comme quelque chose qui est détaché, qui a une loi autonome. Ici, par contre, on voit un mélange très très strict de deux. Tous les sens sont concernés par ces processus d'évaluation, mais dans l'odorat, cela acquiert une force et une immédiateté singulière. L'odorat, en tant qu'organe par excellence de l'antipathie sociale, est aussi l'essence de la répulsion et donc aussi de l'exclusion sociale et de la prise de distance. À la différence des autres sens, qui, je cite Simmel, jettent plus de passerelles entre les hommes, la vue notamment, l'odorat est l'essence de la dissociation qui communique infiniment plus de répulsion que d'attraction, dont les décisions ont un côté radical et sans appel. Ce n'est pas un cas, écrit Simmel, si aussi bien le racisme que la discrimination des classes se réfèrent aux odeurs dans l'expression du dégoût. Les professeurs juifs discriminés, qui étaient Simmel à son époque, rappellent les insultes se référant à l'odeur des juifs, ainsi que des nègres, et à la sueur des ouvriers. C'est sous toutes les formes où la référence à l'odorat est utilisée pour souligner la discrimination sociale et la distance. Comme Simmel le dit très clairement dans un passage de son essai, la question sociale n'est pas seulement une question éthique, elle est une question de nez, eine Nasenfrage. Bref, on peut dire que l'odorat, en tant qu'organe sensoriel dans lequel les mécanismes d'estimation sociale, qui en soi, je le rappelle, concernent tous les sens, se montre dans sa nature la plus immédiate et la plus négative. Il joue dans l'esthétique sociale simmelienne le même rôle, à la fois métonymique, c'est-à-dire c'est un sens qui représente la totalité des sens, qui représente de manière exemplaire ce que font tous les sens, et métaphorique, on dit ça pue, pour dire comme principe de l'exclusion sociale et de la distanciation. Il joue le même rôle que le concept de goût dans la théorie sociale de Pierre Bourdieu. Si vous la connaissez un peu, pour la critique sociale, le sous-titre de la distinction de Pierre Bourdieu est critique sociale du goût. L'analogie entre les deux sens et les deux auteurs, qui finalement abordent un peu les mêmes problèmes, deviendra encore plus frappante dans la dernière partie de mon analyse et mérite certainement d'être développée. Mais avant, il faut analyser davantage la phénoménologie de l'odorat, que Simmel considère comme une phénoménologie de la perception intime. Alors, c'est le chapitre que j'ai intitulé « Atmosphère ». À la différence des sens représentatifs,
comme est par excellence la vue. La vue perçoit par représentation, c'est-à-dire elle n'introduit pas une partie de son objet à l'intérieur dans sa phénoménologie du corps du sujet percevant, mais elle perçoit une représentation. L'odorat inspire son objet en l'introduisant, pour ainsi dire, à l'intérieur du moi. Cela crée dans le sujet un sentiment d'intimité et presque d'identité immédiate avec l'objet, qui, selon Simmel, n'a pas d'équivalent chez les autres sens, y compris le goût. Simmel pense en effet que l'acte de respirer est une forme d'assimilation aérienne encore plus subtile et intime que celle qui passe par l'acte de manger et digérer. Je le cite. « Lorsque nous sentons quelque chose, nous aspirons cette impression où l'objet dont elle émane profondément en nous, au centre de nous-mêmes, nous l'assimilons presque par le processus vital de la respiration, intimement un point impossible pour tout autre sens, face à un objet, même en le mangeant. » Simmel continue son analyse en soulignant comment c'est justement ces sensations d'intimité et de fusion totale avec l'objet qui donnent lieu à la fonction de discrimination et de distanciation. Je le cite encore, « Quand nous sentons l'atmosphère de quelqu'un, c'est la perception la plus intime de sa personne. Il entre, pour ainsi dire, sous une forme aérienne au plus profond de nos sens. Il est évident qu'en cas de sensibilité accrue aux odeurs, cela conduit par nécessité à une discrimination et à une distanciation qui, dans une certaine mesure, un des fondements sensoriels de la réserve sociologique de l'individu moderne. » Plus que la remarque sur la forme spécifiquement moderne de la distanciation, la réserve, c'est-à-dire l'individu moderne a tendance à se tenir à distance de ses pairs, la réserve du citoyen, et qui donnera lieu à des développements très subtils dans les passages de la sociologie de la modernité, la philosophie de l'agent et aussi l'essai sur les métropoles que Gregor vient de citer. Dans ces passages, m'intéresse ici la présence d'un concept clé de l'esthétique sociale de Simmel, dit atmosphère, l'atmosphère, qui reviendra plusieurs fois dans son essai. Il serait très opportun ici d'introduire l'analyse par un excursus sur l'histoire du mot atmosphère et sur l'histoire de cette singulière famille de termes que j'appellerai atmosphérique et qui comprend aussi Stimmung, c'est un mot allemand qu'on peut traduire comme tonalité affective ou aussi atmosphère selon des contextes, qui est un autre concept important de Simmel et de sa théorie esthétique, mais aussi les termes, disons, qui sont proches d'ambiance, les mots français, l'ambiance comme atmosphère, justement, ou les termes aura. L'aura au sens, par exemple, qui sera développé par Walter Benjamin et qui avait été aussi un peu lancé dans les débats de l'esthétique du début du XXe siècle, comme un concept esthétique. Comme je n'ai pas le temps de le faire, je renvoie à un article que j'ai publié sur ce sujet sur la revue italienne d'esthétique et je vais profiter éventuellement de la discussion pour répondre à des éventuelles questions. Je me limiterai ici pour l'instant à rappeler que les concepts atmosphériques, donc atmosphère, Stimmung, ambiance, aura, ont eu un moment de grande diffusion au début du siècle dernier, entre les années plus ou moins 1900-1930, dans toutes les langues européennes et notamment dans la culture allemande, où ils se sont retrouvés dans tous les domaines de la culture. On le trouve dans la théorie du cinéma, on parle des atmosphères de milieu, du cinéma allemand, expressionniste par exemple, etc. Dans la psychiatrie, on va avoir des exemples dans les exemples que je vais citer, et de la théorie esthétique. Il y a une assez riche bibliographie, même si c'est difficile de la mettre ensemble parce que ça concerne des disciplines très différentes. Le philologue et linguiste Leo Spitzer a écrit sur l'histoire sémantique de cette famille de paroles dans un très bel essai qui s'appelle L'harmonie du monde, où il parle notamment de la Stimmung. Peter Sloterdijk, que j'ai cité auparavant, traite des atmosphères dans le 3e volume de Sphère, sa trilogie. Et il y a aussi 2 spécialistes de l'ontologie des atmosphères que je peux mentionner, l'allemand Gernot Böhm et l'italien Tonino Grifero, qui ont travaillé spécifiquement sur ces concepts. Bon, voilà pour vous donner juste une idée que ce n'est pas si pérégrant comme concept. Or, dans la section des Simmel, les concepts d'atmosphère indiquent une enveloppe de nature sensible et donc toujours percevable qui entoure l'individu comme une émanation naturelle de son image sensible, ce qu'il appelait la Sinnliches Bild, l'image sensorielle sensible. Il faut préciser que dans les écrits, par exemple, sur les paysages, qui sont des écrits d'esthétique dans lesquels, justement, Simmel parle de comment ça se déroule, la perception d'un paysage et sous quelle forme d'expérience. Simmel parle aussi d'atmosphère non personnelle, émanant de lieux physiques et de milieux sociaux.
Il y a des atmosphères dans les paysages alpins, par exemple, ou dans les milieux sociaux, comme les usines. Il y a une atmosphère typique des usines, ou les quartiers malfamés, par exemple. Dans les exemples qu'il donne, Simmel semble présupposer que la nature d'une atmosphère est toujours la même. Les atmosphères personnelles ou non personnelles ont une sorte d'indépendance ontologique. Elles existent. Et Simmel précisera qu'on y entre et on s'y plonge. Donc, elles ont une sorte d'autonomie ontologique. Et elles ont aussi la capacité de produire un champ de force. Elles produisent une sphère qui est douée d'un pouvoir d'attraction et de captation. Je cite encore ce mot, on se trouve compris dans leur sphère. En outre, toute atmosphère est le produit d'un effet synesthétique. Comme par ailleurs est synesthétique l'idée simmelienne d'image sensible. Simmel parle de Bild, image en allemand, par métonymie, en conséquence de la signification sociale particulière de la vue par rapport aux autres sens. Mais en fait, il pense à toutes les formes du sensible. Aussi bien l'image sensible d'une personne que son atmosphère dépasse largement l'aspect visuel. Simmel cite explicitement la voix d'une personne qui fait partie de son image et de son atmosphère, et les odeurs, aussi bien l'odeur naturelle que l'odeur artificielle du parfum, qu'il définit aussi joliment comme la parure olfactive. C'est la chose qu'on ajoute à son apparence sensible. En prolongeant son intuition, on pourrait ajouter tous les éléments auditifs. Là, j'ai fait une sorte d'addiction créative personnelle. Par exemple, les bruits que la personne produit volontairement ou involontairement. Les facteurs tactiles, la douceur de la peau ou de la barbe, qui est une perception qui sollicite aussi bien la vue que le tact. La façon de toucher d'une personne ou les simples sens de sa tangibilité physique dans l'espace, c'est-à-dire la sensation de pouvoir s'approcher à elle ou de sa distance donnée aussi bien par la position de sa personne physique, mais aussi par son autorité, par exemple. Et aussi les facteurs olfactifs. En général, dans les projets d'analytique sensorielle, que je voudrais continuer à la façon de Simmel, on pourrait continuer cette analyse à l'infini, en ajoutant d'autres questions, comme par exemple la possibilité de goûter une personne, ça fait rire, mais ce n'est pas si, pérégrin, par exemple en l'embrassant, ou aussi de la siroter, à la façon du nourrisson qui prend le lait de sa mère. Ce sont des façons de goûter et d'avoir un rapport sensible à l'autre par rapport aux sens qui sont considérés normalement les moins aptes à ça. On imagine facilement l'intérêt que ce genre de recherche sur la hysthésie sociale pourrait avoir dans l'étude, par exemple, du développement des enfants dans les relations au milieu social, donc l'importance du goût dans la construction du rapport au milieu social, et aussi des relations amoureuses, où le rapport sexuel est l'exemple qui produit le maximum d'intimité olfactive et gustative. Or, l'exemple de l'odeur, qui émane naturellement du corps humain, se prête particulièrement bien à illustrer les rapports qui existent entre Sinnesbild, l'image sensible, et l'atmosphère, qui sont des couches ou des enveloppes surposées, naturelles ou artificielles, du sensible, et qui partagent sa nature émanative, ou aussi rayonnante, ou encore radioactive, comme on lira dans l'excursus sur l'ornement, sur la parure, qui est un autre texte fondamental très proche de celui sur les sens qu'on trouve toujours dans la sociologie. Donc là, Simmel insiste toujours, lorsqu'il doit caractériser la nature du sensible, il insiste toujours sur sa capacité de se diffuser par émanation, irradiation ou propagation sensible, dont l'odeur, avec sa capacité de se diffuser dans l'air, est un peu le paradigme. Mais on retrouve la même caractéristique non seulement dans l'expérience olfactive, mais aussi dans toutes les manifestations sensibles, naturelles ou artificielles. Par exemple, dans la voix humaine, qui se propage dans l'air ambiant, exactement comme les parfums, et aussi de façon un peu plus occulte, mais importante, dans la parure visuelle, comme par exemple les vêtements ou les bijoux, qui intéressent particulièrement à Simmel parce qu'ils sont justement avec l'idée de la pierre précieuse, qui a un effet d'irradiation, ce sont la parure par excellence, ce sont l'ajout sensible à notre image, l'ajout artificiel à notre image sensible qui a plus d'effet au niveau de la sensibilité sociale. Dans la phénoménologie du parfum, notamment, qui peut être lue en parallèle avec celle de l'ornement visuel, la parure, on retrouve tous ces éléments, l'émanation, la capacité de captation, les sensibles s'émanent, mais aussi captent, attirent l'attention et attirent la perception. Il se fait remarquer.
La coïncidence avec une sphère de la personnalité, donc l'idée que les sensibles entourent le corps de la personne et fait partie, finalement, finit pour se connecter, pour faire partie justement de sa présence sensible. Une sphère de la personnalité qui est comme une atmosphère dans laquelle on entre et on s'y plonge et dans laquelle on peut être capté grâce justement à la porosité des sens percevants. Je lis un autre beau passage qui vient toujours de l'essai sur le sens. Les parfums artificiels ajoutent à la personnalité quelque chose d'entièrement impersonnel, tiré de l'extérieur, mais qui lui convient si bien qu'il semble émaner d'elle. Il agrandit la sphère de la personne, autant que l'éclat de l'or et du diamant. Celui qui se trouve à sa portée y entre et se trouve comme pris dans la sphère de la personnalité, tout comme les vêtements recouvrent la personnalité d'une enveloppe qui doit cependant faire l'effet de l'émanation propre de celle-ci. Donc il y a une sorte de fusion par l'intermédiaire du sensible entre les corps et les ajouts artificiels, les bijoux, les vêtements, les parfums qu'on peut lui faire. Après Simmel, le concept d'atmosphère et aussi l'idée que l'atmosphère, on la flaire, on la sent avec le nez, deviendra un thème central de la littérature psychiatrique du XXe siècle, d'inspiration phénoménologique. Et je trouve que c'est intéressant de le rappeler ici, parce que de rappeler quelqu'une de ces étapes, pour comprendre bien quel est l'enjeu théorique du concept. Eugène Minkowski, notamment, consacrera à l'odorat un chapitre entier de son essai Vers une cosmologie. On est en 1930, 1936, justement dans le milieu de la psychiatrie phénoménologique, dans laquelle il décrit d'une manière très proche de Simmel la nature atmosphérique des odeurs qui se répandent dans l'air ambiant jusqu'à coïncider avec lui et qui imbibent l'air, les choses et les personnes en bouleversant les limites entre la sphère interne et la sphère interne, et la sphère interne et la sphère externe, le matériel et le spirituel. Donc Minkowski souligne le fait que les odeurs ont la capacité de mélanger et de faire une synthèse entre des éléments que la théorie de la connaissance moderne a la tendance à distinguer, le sujet et l'objet, l'extérieur et l'intérieur. L'odeur est un connecteur, un médium qui les connecte, qui les synthétise. L'odeur, écrit Minkowski, nous révèle l'existence de l'atmosphère. Elle est l'atmosphère pour vous de sa qualité fondamentale. Mais encore plus intéressante que Minkowski, c'est la réflexion de l'allemand Hubertus Tellenbach dans son beau livre Geschmack und Atmosphäre. Déjà les titres très intéressants pour nous, Le goût et l'atmosphère, écrit en 1968, qui forgera le concept d'oral Sinn, le sens oral, qui réunit les fonctions du goût et de l'odorat, et qui représente pour les sujets les points de pénétration et de fusion avec l'élément atmosphérique. C'est-à-dire, Tellenbach a l'intuition que finalement la proximité, l'affinité entre le goût et l'odorat passe par le fait qu'ils partagent les mêmes organes, une partie des mêmes organes. Et que donc ils ont probablement la même phénoménologie et la même structure. Le même fonctionnement. Donc, on comprend déjà pourquoi Bourdieu et Simmel, avec les deux intuitions, d'un côté le goût et de l'autre côté l'odorat, peuvent être rapprochés, parce qu'ils ont eu l'intuition différenciée de deux côtés du même sens totalisant, l'oral Sinn, le sens oral. Et ces concepts, dans la psychiatrie de Tellenbach, trouvent un grand intérêt développé de manière très proche à celle de Simmel, et notamment il remarque qu'à la différence des sens objectivants, c'est-à-dire la vue, l'ouïe et le tact, qui selon Tellenbach s'approprient de la réalité externe sous forme, encore une fois, de représentation, les sens, ce qui fait l'unité du sens oral, c'est que les sens considérés traditionnellement inférieurs, justement par cette nature trop subjective et un peu animale, englobent des fragments de la réalité en la mangeant et en la respirant, et la fondent avec l'intériorité du sujet. Ce sont les deux sens de base qui ont la capacité de faire pénétrer et d'englober la réalité externe, comme en la fusionnant avec l'intériorité du sujet. Et autre remarque très importante pour la psychologie du développement est le fait qu'à l'origine de notre rapport au monde, selon Tellenbach, il y a le sens oral. Les bébés, quand ils naissent, ils viennent au monde, ils se rapportent au monde par la médiation de la bouche et de l'odorat. Et que donc, à l'origine
de l'humanité, de l'expérience humaine. Si les bébés sont là, disons, là, au niveau ontogénétique, ce qu'il y arrive à l'humanité en général, il n'y a pas d'opposition nette entre subjectivité et objectivité, entre conscience et monde matériel, mais il y a un état qu'il appelle l'affection globale, c'est-à-dire un Stimmung, qui bouleverse la distinction traditionnelle entre le sujet et l'objet, qui est propre de la théorie moderne de la connaissance. Donc, au lieu d'avoir une perception pensée à la manière traditionnelle comme un sujet qui se tourne vers un objet, Tellenbach renverse les principes et pense qu'il y a une affection globale, un Stimmung, qui est un état de perception où on ne peut pas distinguer entre le sujet et l'objet. On pourrait dire on perçoit comme forme d'expérience qui se différencie progressivement avec le développement de l'enfant. J'en viens avec ce concept de Stimmung à l'avant-dernière est-ce qu'il y a encore? Oui. À l'avant-dernier chapitre de mon intervention, de ma discussion, qui parle justement du concept de Stimmung, la tonalité affective, l'affection globale. Or, je dois préciser que mon interprétation ici se détache un peu du texte de Simm, elle devient un peu plus libre, une sorte de creative reading à l'américaine. Mais ça me semble très utile pour ouvrir une perspective plus large et aussi très proche de l'esprit de la réflexion simmélienne. Alors, nous avons vu que la perception entre les êtres humains se passe à certains égards comme la perception des paysages. Celui qui perçoit n'est pas externe à ce qu'il perçoit, comme un sujet d'un objet, mais il est toujours plongé dans l'atmosphère du paysage de l'autre personne et imbibé par ses émanations sensibles. Les sensibles, et là c'est la conclusion philosophique fondamentale, et donc à la fois les milieux dans lesquels on entre et dans lesquels on est contenu, et les médiums, l'élément de synthèse qui connecte et unifie les deux côtés de la perception, le sujet et l'objet, en les impliquant réciproquement. Vous comprenez pourquoi donc j'avais insisté dans l'introduction sur le fait que la dimension esthétique a ses pouvoirs synthétiques. Non seulement parce que ça réunifie dans l'idée de la vie individuelle les fragments de la modernité, mais aussi parce que dans sa phénoménologie interne est l'activité globalisante, holistique, qui réunit grâce à son pouvoir de connexion et de médiation. Or, je propose maintenant, pour compléter cette analyse pour son côté subjectif, de développer cette intuition, l'idée qu'on perçoit les personnes comme des paysages, en nous appropriant d'un mot que Simmel utilise dans ses écrits de philosophie du paysage, donc pas dans l'écrit sur la sociologie des sens, mais dans d'autres écrits d'esthétique dans lesquels il parle des atmosphères liées à la nature. Comme dans la perception du paysage, avec la perception d'une personne et de son atmosphère, sensible et particulière, se produit dans l'individu percevant un Stimmung, une tonalité affective déterminée. Cette Stimmung colore l'expérience de la rencontre avec l'autre en lui donnant immédiatement ces caractérisations qualitatives que Simmel définit à plusieurs reprises comme un Färbung. C'est un mot qui revient toujours dans la philosophie de l'agent, etc. Et c'est l'idée de la détermination qualitative d'une expérience et qui dans sa philosophie s'oppose à l'idée de la quantité. Cela veut dire que la relation de l'homme à l'homme est toujours colorée, toujours qualitativement et affectivement déterminée. Il serait intéressant ici, et j'ai l'intention de le faire dans le futur, de faire une comparaison entre ces réflexions de Simm et les concepts de Dewey, d'expérience qualitative, qui peut-être aussi a été influencé par Simm, parce que je viens de découvrir que Dewey avait écrit justement des recensions de la philosophie de la sociologie. Donc il connaissait la sociologie des sens simmeliennes. Quand on perçoit l'autre personne, quand on respire son atmosphère, il se produit à l'intérieur du sujet une sphère holistique d'expérience dans laquelle les dimensions cognitives, c'est-à-dire ce que je sais de cette personne grâce à la perception, la dimension esthétique, c'est-à-dire les sensations, les sentiments et les affects suscités que j'éprouve suite à la perception, et la dimension pratique, c'est-à-dire les différentes relations ou dispositions dans lesquelles je peux entrer avec cette personne, se fondent dans un seul état. Et là, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est l'idée de l'intégration de toutes les sphères que nous avons tendance à différencier comme des sphères autonomes, les domaines pratiques, les domaines esthétiques, les domaines cognitifs, et chacun avec soi là. Ils sont tous fusionnés parce qu'ils partagent tous les passages par la perception. On commence par là. Et donc, on commence par un état d'indiférenciation. C'est cette Stimmung qui nous ouvre aux autres, en créant toute une multiplicité de formes de relations sociales qui sont caractérisées par des modalités et des colorations très différentes.
Dans cette sphère holistique déterminée par les sentiments esthétiques, les rapports intersubjectifs originaires, c'est-à-dire la première rencontre avec autrui, s'avèrent toujours préconditionnés par une inclination ou une disposition sensible qui fait que nous sommes toujours disposés vers autrui dans une multiplicité infinie de nuances déterminées. C'est-à-dire d'un côté qu'il n'y a pas de rapport incolore aux autres, et même l'indifférence, je pense, est une forme de coloration vers les gris. C'est-à-dire, on n'a jamais un rapport qui soit indépendant des qualités, qui soit indépendant des états affectifs et d'une Stimmung. Il y a toujours une sensation et un rapport déterminé de manière qualitative. Et il existe au contraire une multiplicité de Stimmungen, soit positives, soit négatives, caractérisées par des colorations affectives spécifiques. L'attraction, par exemple, l'admiration, les mépris, les dégoûts, l'amour, l'empathie, l'antipathie. On peut faire toute une sorte de phénoménologie infinie des états qualitatifs qui nous rapportent aux autres de manière originaire. Autrement dit, en radicalisant la phénoménologie zimmelienne de la perception dans une direction qu'on pourrait définir ontologico-morale, nous découvrons ici une dimension originaire du rapport à l'autre qui est très proche de celle dont Axel Honneth parle dans son essai sur la réification, lorsqu'il parle d'une reconnaissance élémentaire toujours chargé de contenus affectifs et qualitatifs qui préconditionnent toute successive évaluation empirique ou normative de l'autre. À la différence cependant de l'expérience qui est décrite par Honneth dans son essai et qui est une expérience morale, cette dimension élémentaire découverte par Simmel ne va pas dans la direction d'un respect indifférencié pour l'humanité de l'autre. C'est-à-dire, Honneth, lorsqu'il parle d'une reconnaissance originaire, subliminaire, élémentaire, il parle du fait que quand on rencontre un être humain, on reconnaît immédiatement l'homme dans lui. C'est-à-dire, on reconnaît qu'il y a un être humain comme nous, qui partage certaines caractéristiques élémentaires de l'humanité. Donc, c'est une reconnaissance morale. Tandis que Simmel, il dit une chose très proche, mais qui est plutôt tournée vers les contenus individuels et singuliers de cette expérience. On rencontre un individu avec son état spécifique qualitatif. Donc on rencontre quelqu'un qui nous provoque de la sympathie, de l'antipathie, de l'amour, de l'attraction au niveau affectif profond. Un problème, donc l'expérience dont Simmel parle est strictement singulière et individuelle. Alors un problème surgira à niveau normatif de la théorie de la reconnaissance, c'est-à-dire la théorie morale qui nous encourage et nous oblige à traiter les autres de manière égalitaire et désintéressée. S'il y a effectivement cette dimension esthétique originaire de la reconnaissance, de quelle façon et contre quelle résistance surgit la dimension morale et normative qui nous prescrit de traiter les autres avec justice et avec égalité? C'est-à-dire, si on traite les autres de manière différenciée, de manière spontanée à ce niveau élémentaire, qu'est-ce que fait la théorie morale lorsqu'elle intervient avec son obligation de traiter les autres comme des égaux? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, à la manière par exemple d'un modèle kantien, le modèle de Kant, elle doit réprimer cette inclination sensible personnelle et dire par contre non, il faut traiter cette personne comme tous les autres. Donc réprimer et la tendance esthétique originaire. Ou comme le ferait par exemple une théorie des sentiments moraux, elle doit intervenir sur cette sphère de la sympathie originaire et de l'antipathie et la retravailler à un niveau de généralité plus raffiné. C'est un modèle par exemple qu'on pourrait retravailler à partir de la théorie d'Adam Smith, qui parlait justement de comment, à partir d'une sympathie originaire, on acquiert un point de vue détaché sur soi-même et sur les autres. Mais ce n'est qu'une piste pour vous faire voir quels sont les enjeux au niveau philosophique de cette théorie. Et je vais conclure. Simmel, il est désintéressé à ce développement normatif de sa théorie. Il n'entreprend jamais cette démarche et son traitement de la question de la reconnaissance reste strictement au niveau empirique, c'est-à-dire de l'analyse des mécanismes concrets par lesquels la tendance des hommes à se rapporter les uns aux autres par des rapports immédiats de sympathie ou d'antipathie se traduit dans une lutte pour la distinction. Il parle à la lettre de la question de la reconnaissance comme recherche de la distinction, de la singularité, de la différenciation. Or, nous avons vu comme les réactions de plaisir et de plaisir que nous éprouvons en percevant les personnes comme les choses comportent en effet, bien qu'à un niveau très élémentaire, une première dimension évaluative. Cela me plaît, cela ne me plaît pas, cela m'attrait, cela me repousse.
j'ai une sympathie ou une antipathie immédiate, ce sont tous des premiers jugements de valeur qui émergent de manière spontanée et presque subliminale de la nature sensible de l'interaction sociale. C'est-à-dire, on évalue les autres au moment même qu'on les perçoit. Et ça, c'est inévitable, c'est nécessaire. C'est lié à la structure intentionnelle subjective de la perception, au fait qu'on prouve plaisir et déplaisir, Lust und Lust. Dans l'essence de l'odorat, qu'on a utilisé un peu comme le guide pour découvrir ces phénomènes, la réaction est très immédiate et instinctive, ce qui fait tout son intérêt comme l'essence révélateur. Mais avec des degrés différents de médiation, cela arrive avec tous les sens par la simple force de leur intentionnalité subjective. Tous les sens évaluent, tous les sens estiment. Le fait que toute impression sensible soit la mienne, qu'elle apporte des sensations agréables ou désagréables dans mon âme, comporte nécessairement un acte d'affirmation ou de négation de ma part, une prise de position, l'expression d'un goût. Je ne parle pas de jugement de goût parce que ça semblerait trop conscient, comme l'idée qu'il y a une élaboration, une forme de réflexivité, mais un goût immédiat, comme un positionnement de moi. Quand je perçois quelque chose et cela me plaît ou me déplaît, je me positionne par rapport à lui. Je m'éloigne ou je m'approche. En faisant surgir donc la question de l'estimation de la question de la sensibilité sociale, de l'esthésis, Simmel finit ainsi pour assumer une explication nietzschéenne de la question de la reconnaissance. La valeur sociale s'origine en effet dans la psychologie individuelle du plaisir qui comporte dans tout acte de perception l'expression immédiate d'un acte d'affirmation ou de négation. Je pense notamment à la généalogie de la morale de Nietzsche dans laquelle vous trouvez exactement cette idée qu'à l'origine de la valeur sociale, il y a le positionnement du moi qui dit « ça me plaît, ça ne me plaît pas ». Il y a un jugement de goût. L'influence de Nietzsche, et surtout de Nietzsche de la généalogie de la morale, sur ces aspects de la philosophie des Simmel, et là je lance la question à Gregor, me semble évidente dans l'allusion à l'incrément ou au décrément vital qui s'accompagne au plaisir ou au déplaisir de la perception sensible. Lorsque, par exemple, Simmel écrit qu'il y a du lust, du plaisir ou du déplaisir, de l'exaltation ou de la dépression, de l'excitation ou de l'apaisement lorsqu'on perçoit. Et elles deviennent aussi explicites dans les passages sur la question sociale comme une question d'aîné. Et je cite son passage, « Il est caractéristique, écrit Simmel, qu'un homme d'un individualisme exclusif, aussi fanatique que Nietzsche, dise avec une fréquence frappante des types d'hommes qu'il est, ils sentent pas bon. » Et d'elles deviennent encore plus explicites dans l'essai sur l'ornement, où il parlera des volontés de puissance qui est liée à la recherche de la distinction. Et je vais conclure. Dans l'essai sur l'ornement, que comme je l'ai dit, doit être lu en pendant avec l'essai sur la sociologie des sens, on est plus ou moins à la même époque, il a été écrit en 1908, la même question de l'évaluation sociale est reprise et reformulée de l'autre côté. Non pas celui de la personne qui évalue, par exemple en percevant à travers l'odorat, mais de la personne qui est perçue. Et elle est développée dans une théorie anthropologique du désir de reconnaissance comme désir de distinction. Les êtres humains qui éprouvent du plaisir ou des plaisirs dans leur interaction sensible veulent aussi plaire activement à leurs semblables. Le désir de plaire présuppose un intérêt égoïste, c'est-à-dire la recherche d'une valorisation du moi aux dépenses des autres, qui paradoxalement s'exprime par un acte de désintérêt. Et Simmel décrit comme ça cette ambivalence et contradiction de la recherche de plaisir. Dans le désir des hommes de plaire à leur entourage, il y a de la bonté, le désir d'être une joie pour l'autre. Mais il y a un autre désir aussi, que cette joie et ce caractère plaisant nous soient renversés sous forme de reconnaissance et d'estime. Les termes sont Anerkennung und Schätzung, c'est l'estime dans son côté presque économique, n'est-ce pas? Que notre personne en soit créditée, là encore le langage est celui de l'économie, que notre personne en soit créditée comme d'une valeur. Lorsqu'on veut plaire, on cherche d'être valorisé et d'avoir du crédit par rapport aux autres. Le vouloir plaire est donc le mobile élémentaire de la quête de reconnaissance qui coïncide, selon Simmel, avec le désir de distinction. La valeur qu'on cherche dans l'estimation sociale est une valeur sensible et le désir d'être perçu, recevoir de l'attention, de l'admiration, attirer les regards qui contribuent en effet à l'augmentation de la valeur sociale de l'individu à travers l'envie. Et je cite encore une fois, « C'est justement en plaisant que l'on veut se distinguer des autres, être l'objet d'une attention dont les autres ne jouissent pas, au point d'être un objet d'envie. Plaire devient alors un moyen au service de la volonté de puissance. »
Ces mélanges des désirs de plaire et donc des dépendances d'autrui, parce que si on veut plaire, on a besoin de l'approbation justement du jugement des goûts d'autrui et des volontés des puissances qui par contre nous prescrivent de dépasser les autres, donnent lieu à cette flagrante et incurable contradiction qui est typique de tous les modèles qui pensent la quête de reconnaissance sous la forme de la recherche de la distinction, comme par exemple ceux de Bourdieu ou de Hobbes aussi, qui sont un peu dans les mêmes modèles. C'est-à-dire, comme Simmel le dit dans un aphorisme qui parle de la vanité, c'est cette attitude absurde qui prétend, qui a besoin des autres pour pouvoir les mépriser. On a besoin des autres pour avoir les reconnaissances et la finalité de tout ça est de pouvoir les mépriser. D'ici une sorte de cercle vicieux qui caractérise ces sortes de rapports aux autres dont on ne peut pas sortir. Or, la confrontation entre les modèles d'analyse de la distinction qui est celui de Simmel proposé ici, mais surtout proposé comme c'est toujours un peu le style de Simmel sous forme de suggestions géniales qui sont un peu parfois abandonnées parce que si vous lisez l'essai sur l'ornement et celui sur l'essence, vous n'avez pas à premier abord l'impression qu'il y a une théorie de la reconnaissance sociale et de la distinction. Mais si vous lisez attentivement entre les lignes, il y a tous les éléments pour la développer. Donc, si on essaye de faire une confrontation entre les deux modèles, les modèles de Bourdieu et les modèles de Simmel, on a une sorte de pistes que je vais, pour conclure, que je vais juste mentionner parce qu'elles sont très intéressantes et méritent des chapitres à part. Alors, d'un côté, finalement, ils pensent les mêmes problèmes, la valorisation sociale à travers le goût et le phénomène de vouloir plaire. Mais tandis que Bourdieu, qui a l'intuition juste, parce que comme je l'ai dit, toute la question esthétique est à la base de son traité de sociologie de la distinction, qui est une sociologie aussi des pratiques esthétiques, Bourdieu la limite à la sociologie des élites. C'est-à-dire, tandis que Simmel propose une anthropologie philosophique ou une sociologie générale, c'est-à-dire le vouloir plaire et la recherche des distinctions concernent tout le monde, tous les groupes, tous les individus, toutes les classes sociales, même les classes les moins élevées. Pour Bourdieu, c'est une question spécifique de l'élite. Ce sont les élites qui utilisent les arts et les pratiques de distinction pour faire leur lutte de classe avec leurs moyens propres, qui sont ceux qui sont permis par leur richesse et par leur disponibilité de temps libre. C'est-à-dire finalement l'explication économique. Les élites, grâce à leur capital économique et à la disponibilité de temps libre, parce qu'ils ne travaillent pas assez, ils peuvent se donner aux arts et à la compétence esthétique et l'utiliser comme un moyen de distinction. Tandis que chez Simmel, la question est beaucoup plus complexe et intéressante parce qu'elle est enracinée dans le phénomène le plus originaire du monde, la perception des autres. Donc c'est quelque chose qui vraiment concerne la condition humaine dans sa base et les rapports à autrui dans sa phénoménologie générale. En deuxième lieu, même si évidemment, la question que Bourdieu pose, c'est la question du goût légitime et de l'hégémonie, c'est-à-dire le fait qu'il y a effectivement dans la société des goûts qui sont des goûts, disons, privilégiés, parce qu'ils sont ceux qui sont approuvés par la culture. Mais c'est un autre problème qui dépend de celui que je soulignais à l'origine. En deuxième lieu, et là c'est vraiment l'intérêt d'un rapprochement, ce que dont Simmel a l'intuition, c'est qu'il y a une dimension profondément esthétique de la valeur sociale. La valeur sociale, ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou d'économique, qu'il faut penser sous la forme seulement de la valeur économique, mais quelque chose qui est lié à sa nature sensible. Elle doit être percevable. Elle doit être, et d'ici, son rapport presque constitutif avec les arts, avec les objets de luxe, avec tout ce qui est du domaine du précieux et de l'objet, ce qu'on dirait aujourd'hui le prestige. Alors, pourquoi, par exemple, les élites ont toujours compris ça et pour accomplir leur reconnaissance sociale, ils ont fait recours au palais, aux artistes, pour augmenter leur prestige, etc. Non seulement, comme dirait Bourdieu, parce qu'ils ont le capital économique, encore une fois, pour pratiquer des pratiques de distinction sociale, des choses que les autres ne peuvent pas se permettre. Mais parce que les arts et les objets d'art, avec leur préciosité, les rayonnements du sensible, comme c'est dans la question de l'ornement, sont justement les moyens privilégiés pour la lutte pour la distinction et pour la reconnaissance sociale. Et donc on comprend pourquoi, et même dans les groupes qui ne sont pas dominants,
Et là, je pense, je vais vous faire un exemple qui est tiré vraiment de la... il y a un groupe de rébellion sociale, de contre-culture, les punks, qui a utilisé la dimension esthétique pour faire sa lutte sociale pour la reconnaissance et pour la revendication des valeurs opposées à la société bourgeoise, capitaliste, etc. Ils s'habillaient de manière différente, ils essayaient d'attirer l'attention avec leur présence physique particulière, la façon de s'habiller. Donc vous voyez comment vraiment la dimension sensible est fondamentale dans ces jeux de la valorisation sociale. Et je conclus, il faut cependant souligner qu'il y a aussi un rapport de correction opposé, c'est-à-dire que Bourdieu compense et intègre des limites de la théorie des Simmel, sur lesquelles il faut vraiment insister avant de conclure, et qui sont tous les deux connectés à sa théorie de l'habitus. D'un côté, Bourdieu corrige Simmel parce qu'il apporte la question du corps. Le corps est un peu le grand absent de la théorie simmelienne. Il est présent indirectement parce que là où il est question des sens, il est évidemment question du corps, mais on peut le percevoir aussi dans toutes les références que Simmel fait à la question de la présence sensible des individus dans le même espace. Donc on ressent que derrière il y a la matérialité des corps, mais il y a toujours une attitude entre le formalisme et l'idéalisme qui fait que la corporité dans sa matérialité et dans les problèmes de la corporation ne soit pas présente dans Simmel. Et là, c'est la force de Bourdieu, avec sa théorie de l'habitus et de l'incorporation du social à travers les corps et à travers la sensibilité, qu'on peut vraiment intégrer les deux dimensions. Et surtout, et là vraiment c'est la critique fondamentale, c'est la grande réserve bourdieusienne à la sociologie simmelienne des sens, Bourdieu nous apprend que la perception est toujours socialement constituée. C'est-à-dire là où Simmel a tendance, avec sa description phénoménologique, à considérer que les réactions individuelles de goût, de sympathie ou d'antipathie sont immédiates et sont produites par l'individu par une sorte de liberté, de spontanéité, je dirais. Bourdieu nous a appris que même les catégories de l'évaluation et de la perception sociale, à travers la socialisation de l'habitus, sont socialement imbibées, sont imbibées du social. Il fait toujours l'exemple du fait que nous trouvons bien, nous trouvons sympathiques, nous trouvons beaux les personnes qui nous ressemblent, celles qui partagent notre habitus, celles qui font partie de notre groupe social, parce qu'il y a un sentiment de familiarité et de reconnaissance réciproque immédiate. Donc il faut, même sans peut-être conclure avec Bourdieu que toute la perception sociale est déterminée par cette précondition sociale, il faut toujours avoir à l'esprit cette réserve, c'est-à-dire se demander là où les réactions semblent immédiates, il y a la tendance à juger par rapport d'immédiateté, de spontanéité, quel est l'apport de la société dans la construction sociale de la perception. Donc ce sont un peu les pistes sur lesquelles je voudrais continuer de travailler, et sous l'égide un peu conjointe de Simmel et de Bourdieu. Alors, merci Pardon beaucoup. pour avoir été très longue.